Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce rendez-vous trimestriel du webinaire spécial Point légal RH et Actu Social du dernier trimestre passé. Bonjour Marianne. Bonjour. Tu nous accompagnes aujourd'hui. C'est toi l'experte RH. Tu es VP Human Resources chez Eurecia, donc directrice des ressources humaines. Pour ma part, je suis au service client. Et on va donc aujourd'hui décortiquer, comme à chaque fois, l'actu social et RH de ces 3 derniers mois à peu près. Ce webinaire, vous pourrez le voir en replay. Les slides qu'on vous diffuse aujourd'hui, on vous les enverra également, donc vous y avez accès parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc vous aurez tout le détail sur ce document. Comment ça va se passer? On va passer à peu près 35 minutes de présentation des sujets qu'on a sélectionnés pour vous. Et tout au long de ce webinaire, vous avez sur le chat la possibilité de poser vos questions sur les sujets que l'on aborde. En revanche, nous, on prendra plutôt un temps vers la fin pour les aborder, ces questions, et y répondre un maximum. Et si toutefois, on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions que vous nous poserez, elles sont toujours très nombreuses, on y répond un peu plus tard dans la journée ou demain maximum par mail. Voilà, on essaie de contenter tout le monde. Alors, sans plus attendre, le sommaire qu'on vous a préparé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de nous suivre, on va aborder et décortiquer un dossier principal qui sera aujourd'hui le CDD. Puis ensuite, on passera en revue les dernières actualités et même les dernières jurisprudences qui sont intéressantes de relever. Et enfin, quelques sujets à venir, dans les mois à venir, sur lesquels il faut garder un œil attentif. Voilà pour le sommaire. Mais juste avant, comme on a l'habitude de faire aussi, histoire que tout le monde arrive aussi, parce qu'il est que 11h02, je vais vous proposer un petit sondage, histoire que vous participiez. Alors, je vais le diffuser sur votre écran et vous allez pouvoir répondre à la question du jour, qui est la suivante. Hop, en 2023, quelle est la part d'entreprises qui remplissent l'obligation de 6% d'employer des salariés en situation de handicap? Donc, le dernier chiffre date de 2023. Hop. Donc, vous avez 3 possibilités de réponse. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 31%? Ou est-ce que c'est 43%? Voilà. Le temps que vous répondiez, quelques précisions par rapport à cette obligation de 6%, Marianne. C'est à l'intention des entreprises qui emploient au moins 20 salariés. Et puis, ce taux d'atteinte de l'obligation va varier en fonction du secteur d'activité, en fonction de la taille des entreprises. Voilà, c'est tout ça qui va faire varier ce taux d'obligation. Je regarde un petit peu les réponses. Ça participe bien. Alors, où on en est? 31%, ok. Ça se joue entre deux taux, 31 et 20%. On vous laisse encore quelques secondes avant d'aborder le dossier du jour. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, si on ne respecte pas cette obligation, que se passe-t-il, Marianne? Eh bien, nous sommes redevables d'une taxe Ouais. à hauteur de l'effort non fourni par l'entreprise dans l'emploi et le recours de travailleurs en situation de handicap. D'accord, donc attention à suivre de près. Voilà, écoutez, la bonne réponse, c'était 31%, le chiffre de 2023. Et vous êtes à peu près la moitié à avoir répondu à cette bonne réponse. Comme quoi, c'est un sujet sur lequel il faut porter une attention. On y va? Allez, on y va. Le premier sujet, enfin le gros dossier, c'est donc le CDD. Avec notamment de la jurisprudence qui vient préciser certains éléments. Donc c'est un contrat en fait qui est arrivé dans les années 70, oui, Marianne. tout à fait. Donc le CDD, le contrat à durée déterminée, est apparu dans les années 70 pour répondre à des besoins ponctuels de flexibilité, faire face à la crise et au chômage qu'il y avait à l'époque. Donc il s'est imposé progressivement comme un véritable levier de gestion des effectifs dans de nombreuses entreprises. En quelques chiffres, pour vous montrer la part des CDD conclus, en 2022, sur les 47,3 millions de contrats signés en France dans le secteur privé, 21,2 millions étaient des CDD. Donc cette souplesse apparente masque en fait une réalité bien plus stricte. Le CDD est l'un des contrats les plus encadrés par le Code du travail. Son usage abusif ou maladroit peut rapidement entraîner un risque juridique pour l'entreprise. Donc c'est dans ce contexte que de nombreuses jurisprudences sont arrivées. La jurisprudence ne cesse d'évoluer sur le thème du CDD. Donc les décisions récentes que nous allons passer en revue avec vous rappellent à quel point le CDD est un contrat qui nécessite une vigilance constante.
Effectivement. Et donc, cette jurisprudence, on va un petit peu la décortiquer avec notamment des premiers arrêts qui viennent préciser les cas de recours au CDD. Alors, le premier porte sur l'accroissement temporaire d'activité lié au lancement d'une nouvelle activité. Le lancement d'une nouvelle activité n'est pas un motif autorisant l'employeur à conclure un CDD. Ce n'est pas un accroissement temporaire d'activité. En l'espèce, le cas, c'était la création d'une unité de vie d'Alzheimer dans un établissement médico-social. Il ne permet pas de conclure un CDD pour surcroît exceptionnel d'activité, car il relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dès lors, les CDD successifs conclus pour ce motif avec un médecin en gériatrie ont été requalifiés en CDI. D'accord. Le deuxième cas arrêt de la Cour de cassation sur les cas de recours au CDD porte sur l'emploi saisonnier. Il est possible de conclure un CDD pour pouvoir un emploi à caractère saisonnier, c'est-à-dire un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année sur une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Le cas qui s'est présenté à la Cour de cassation, c'était la production du vaccin contre la grippe par un opérateur de production de souches de vaccins dans une entreprise qui fabriquait et qui commercialisait des vaccins. Et bien, ce cas-là, en fait, de production du vaccin contre la grippe ne justifiait pas la conclusion de CDD, n'était pas un emploi saisonnier, dans la mesure où cette activité représentait un tiers de l'activité de l'entreprise et était quasiment ininterrompue entre juin et septembre. Donc, il s'agissait donc d'une activité normale et permanente et non pas d'un emploi saisonnier qui justifie le recours à un CDD. D'accord, très bonne précision. On continue sur la période d'essai du CDD dans le cas d'un CDD de 6 mois. Oui, lorsqu'un CDD est conclu pour une période de 6 mois, il convient d'appliquer la durée de la période d'essai de 2 semaines prévue par l'article 42-6 du Code du travail. Une convention collective, un contrat de travail ou un usage peut fixer une durée inférieure à cette durée de 2 semaines, mais en aucun cas une durée supérieure à celle-ci. Ok. Et alors dans le cas où justement il y aurait plusieurs CDD qui se succèdent et qui amènent à un CDI, il y a une incidence sur la période d'essai du CDI cette fois-ci. Tout à fait. Le salarié qui est embauché en CDI sur un poste similaire au poste occupé sur les CDD précédents, la durée totale de ces contrats précédents, elle est déduite de la période d'essai qui est éventuellement prévue dans le CDI, même si les différents contrats ont été séparés par des courtes périodes d'interruption. D'accord. Et Marianne, alors concernant le salarié protégé en CDD, ça arrive? Oui, ça t'arrive, c'est rare, mais ça arrive. La rupture d'un CDD d'un salarié protégé avant l'échéance de son terme, en raison d'une faute grave, d'une inaptitude constatée par un CDD ou à l'arrivée du terme du CDD, lorsque l'employeur n'envisage pas de le renouveler alors qu'est prévue une clause de renouvellement dans son contrat de travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspection du travail. En revanche, quand il n'y a pas lieu de saisir l'inspection du travail, en cas d'arrivée à l'échéance du CDD, dans le cas où il n'y a pas de clause de renouvellement prévue dans le contrat de travail ou quand il y a la fin d'un CDD saisonnier. Toujours sur cette jurisprudence, plusieurs arrêts sur l'importance de la signature du contrat par le salarié. Tout à fait. Le premier arrêt porte sur le paraphe, l'oubli du paraphe sur une des pages de CDD. L'omission par un salarié d'un paraphe sur une des pages du CDD ne rend pas le contrat irrégulier pour absence d'écrit. En effet, il n'y a aucune disposition légale qui impose que chaque page du CDD soit signée et paraphée. Donc, soyez tranquille là-dessus, un oubli de paraphe ne vient pas rendre irrégulier votre CDD. Deuxième arrêt sur la signature des CDD, c'est la contestation de la signature du salarié sur le CDD. En cas de litige relatif à la signature du CDD, la validité de la signature apposée sur le CDD pose problème et donc c'est l'original du contrat devra être produit devant le juge par les parties, notamment par l'employeur, pour prouver qu'il y avait bien une signature originale. À défaut, le contrat sera réputé non écrit et pourra encourir une requalification en CDI. D'accord. Dernier arrêt, toujours sur la signature du CDD, c'est le refus du salarié de signer le CDD. Donc, la signature d'un CDD a un caractère
a le caractère d'une prescription d'ordre public, donc il doit être signé. Donc l'omission entraîne bien évidemment à la demande du salarié la requalification en CDI du CDD. Celle-ci, cette requalification en CDI, elle ne s'applique pas toutefois si le salarié y refuse délibérément de signer le contrat de mauvaise foi ou avec une intention frauduleuse. Encore faut-il le prouver. Il appartiendra à l'employeur de prouver le caractère frauduleux et la mauvaise foi du salarié à signer le CDD, parce qu'effectivement, l'employeur n'aurait pas dû accepter la poursuite du CDD face à cette mauvaise foi et cette intention frauduleuse du collaborateur. Ok. On voit du coup avec toutes ces jurisprudences comme quoi ce contrat est fragile et puis il y a toujours des précisions à apporter. Donc c'est intéressant de garder un œil sur toute cette jurisprudence qui vient densifier un petit peu les explications du CDD et comment on l'utilise. Tout à fait. Du coup, on va pouvoir passer aux nouvelles et aux actualités toutes fraîches, comme on aime les nommer, avec d'abord des arrêtés ou des mesures qui ont été prises ou qui vont arriver. Tout à fait. Et on va commencer par une actualité sur les taux d'accidents du travail de maladies professionnelles qui seront applicables à partir du 1er mai 2025, sans rétroactivité au 1er janvier 2025. Donc pour la première année, les taux que vous êtes en train de recevoir AT et MP seront à mettre à jour sur vos payes du mois de mai 2025. Les taux AT, MP, accident du travail, maladie professionnelle. Merci Pauline. À partir du 1er mai 2025 également, le taux de droit commun de la cotisation patronale chômage baissera à 4% contre 4,05% précédemment. Et enfin, un des paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales précédemment employée ou plus généralement employée la réduction Fillon est abaissé. Donc je vous invite à aller voir vos paramètres à ce sujet pour que vous puissiez appliquer cette réduction. Merci Marianne. Concernant les contrats d'apprentissage, une mesure qui vient diminuer le plafond d'exonération des cotisations salariales. Oui, le seuil d'exonération des cotisations sociales salariales, donc applicable à vos alternants, est dorénavant plafonné à 50% du SMIC contre 79% jusqu'alors. La rémunération de l'apprenti est dorénavant assujettie à la CSG-CRDS pour la part qui accède 50% du SMIC. Auparavant, il y avait une exonération totale. Donc là, on est passé quand même à une part d'exonération pour celles qui excèdent les 50, en dessous des 50% du SMIC. C'est plutôt l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? L'apprenti qui perçoit une rémunération supérieure à 50% du SMIC verra son salaire net diminuer compte tenu de cette nouvelle mesure. D'accord. Et autre info sur l'apprentissage, un nouveau formulaire CERFA et participation, un nouveau formulaire CERFA a vu le jour et est dorénavant applicable. Ok. Concernant les barèmes forfaitaires des avantages en nature véhicules, qui va être augmenté, c'est un arrêté du 25 février, mais applicable au 1er février. Tout à fait, Pauline. Donc effectivement, cet arrêté vient augmenter les barèmes sur les avantages en nature des véhicules thermiques et hybrides et vient préciser les modalités de calcul qui restent très incitatives pour les véhicules électriques. Donc si ce n'est pas déjà le cas, recalculez l'ensemble de vos avantages en nature. Pour les véhicules qui ont de services ou de fonctions qui ont été mis à disposition de vos collaborateurs depuis le 1er février 2025. Pour les véhicules précédemment mis à disposition avant cette date-là, pas de changement. Ces dispositions-là seront applicables au renouvellement ou au nouveau contrat de ces véhicules. Concernant le transport en commun, l'adoption de la loi de financement pour 2025 a permis de revenir à un taux d'exonération des cotisations sociales jusqu'à 75% du titre de l'abonnement. Et ce taux s'applique depuis 2022 et est prolongé en 2025 et 2026. Très bien, bonne nouvelle. Ensuite, une autre actualité, hop, voilà. Si on donne des jours de repos, la jurisprudence, non pas la jurisprudence, c'est un décret qui est venu préciser les modalités. Ouais, un décret du 20 février 2025 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ce don par la loi qui avait été instaurée par la loi du 15 avril 2024. Donc en accord avec son employeur, un salarié peut renoncer jusqu'à 3 jours ouvrables de repos par an
affecté ou non sur son CET, au profit d'un organisme choisi par accord entre les deux parties. La valeur monétaire de ces jours de repos donnés est égale à la rémunération que le collaborateur aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. Ok. Autre chose qui va arriver cette fois-ci au 1er juillet 2025, c'est une modification sur la procédure de saisie sur salaire. Oui, par un décret publié le 14 février 2025, et ce à compter du 1er juillet, comme tu disais, y D'accord. compris pour les procédures qui sont à court à cette date, la mise en œuvre de la saisie des rémunérations sera confiée aux commissaires de justice, les huissiers par exemple, ou les commissaires-priseurs judiciaires. Initialement, cette procédure de saisie de salaire, elle relevait de la compétence du juge d'exécution. Donc dorénavant, cette procédure est déjudiciarisée et elle est confiée donc au commissaire de justice avec un encadrement rendant la procédure plus fluide et sur une durée de 4 mois. Ok. Concernant maintenant les plafonds des indemnités journalières, donc là aussi Des évolutions. Par décret du 20 février 2025, le salaire de référence pris en compte pour le calcul des IGACS a été plafonné à 1,4 fois le SMIC pour les arrêts qui débutent à compter du 1er avril 2025, contre 1,8 SMIC auparavant. Donc, qu'est-ce que va se passer? Qu'est-ce que va avoir comme conséquence cette mesure, ce décret-là? C'est une perte d'indemnisation pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté, notamment pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, et une augmentation de l'indemnisation à la charge de l'employeur dans les cas de maintien de rémunération. Ok. Et enfin, une dernière news, une mise à jour des documents remis par la médecine du travail. Oui, un arrêté du 3 mars 2025 est venu actualiser les documents remis par le médecin du travail ou autres professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail qui sont habilités lors d'une visite médicale. Ça sera pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2025 et il s'agit donc, l'arrêté comporte 4 annexes: l'attestation de suivi, l'avis d'aptitude remis aux travailleurs, à risque bien évidemment, l'avis d'inaptitude et le modèle préconisant des mesures d'aménagement de poste. Ok, donc ça c'était pour les décrets et les nouvelles mesures. Et puis à nouveau, un petit tour du côté de la jurisprudence avec pour commencer l'introduction de l'intelligence artificielle en entreprise avec l'obligation de passer par le CSE. Oui, l'IA, le sujet du moment au niveau des entreprises et pas que. Le tribunal judiciaire de Nanterre s'est emparé de ce sujet-là, en rappelant qu'une entreprise est dans l'obligation de suspendre le déploiement d'outils d'intelligence artificielle tant que le CSE n'est pas consulté. Pour rappel, en fait, l'introduction ou l'utilisation de l'IA en entreprise rentre dans les cas de mutation technologique qui nécessitent l'information consultation du CSE, qui peut en plus, dans ce cadre-là, faire appel à un expert. Dans ce cas-là, l'employeur n'a pas encore fait appel, à suivre pour connaître la position de la Cour d'appel et peut-être de la Cour de cassation sur ce sujet-là. Mais toute introduction aujourd'hui de l'IA, utilisation de l'IA dans l'entreprise, pensez à informer et consulter votre CSE sur ce projet-là, ces projets-là. Ok, rien à retenir. Ensuite, les économies de l'employeur, en tout cas le reversement des sommes au CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles, ASC. Tout à fait. Pour rappel, le CSE a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles qu'on appelle ASC. L'employeur peut indirectement ou peut décider de gérer des activités sociales et culturelles. Et dans ce cadre-là, en le cas, c'était la restauration des collaborateurs. Dans ce cadre-là, toute économie faite sur cette activité qui relève normalement du CSE doit être reversée au CSE qui devra l'utiliser pour d'autres activités sociales et culturelles. D'accord. Maintenant, on va faire un petit tour sur la jurisprudence concernant les licenciements. Oui. On en a deux. L'absence de diplôme. L'absence de diplôme. Le contrat de travail ne peut pas être remis en cause lorsque l'employeur découvre, après plusieurs années de travail à son service,
que le salarié est dépourvu de la qualification requise, sauf en cas de manœuvre frauduleuse, faux diplôme volontairement fourni. C'est à l'employeur de vérifier préalablement à l'embauche des collaborateurs les diplômes obtenus par le salarié, en particulier pour des raisons qui sont réglementées et qui nécessitent des diplômes très particuliers. D'accord. Et toujours dans le cas d'un licenciement, qu'en est-il? Quelles sont les conséquences d'un report de l'entretien préalable? Alors, pour rappel, l'employeur dispose d'1 mois à compter de l'entretien préalable pour notifier le licenciement disciplinaire au salarié. Lorsque l'employeur décide de reporter cet entretien, le délai d'1 mois court à partir de la date initiale de l'entretien. Si le report est du fait du salarié et demandé par le salarié est accordé par l'employeur, le délai d'1 mois démarre à la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu. Donc, 2 règles en fonction de qui décide de reporter l'entretien. Si c'est l'employeur, le délai d'1 mois court à partir de la date initiale de l'entretien. Si le report est du fait de la demande du salarié est accordé par l'employeur, le délai d'1 mois court à compter de la nouvelle date d'entretien préalable de licenciement. Ok, c'est des précisions importantes. Ensuite, 3 autres retours qu'on voulait vous faire. Le premier sur le harcèlement moral. Oui, le harcèlement moral. La Cour de cassation est venue préciser quelque chose d'important. Si les faits rapportés par le salarié laissent présumer un harcèlement moral. Dans cette affaire, c'était des avertissements injustifiés avec pas de prise de congé sur l'année, un accroissement des tâches. Et que l'employeur n'apporte pas de justification à cela, le harcèlement moral peut être caractérisé même si ces faits n'ont pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail ni l'état de santé du salarié. Donc c'est une véritable évolution de caractériser le harcèlement moral alors qu'il n'y a pas constat de dégradation des conditions de travail et dégradation de l'état de salarié, de l'état de santé du salarié. On poursuit, parce que je regarde le temps aussi. Les forfaits jours, on a une nouvelle jurisprudence. Encore. Oui, encore une nouvelle jurisprudence, comme tu dis, Pauline. Si le salarié peut prétendre au paiement d'heures sup dans le cadre d'une convention de forfait jour irrégulière, l'irrégularité de la convention ne constitue pas nécessairement un préjudice. Il incombe au salarié de démontrer l'existence du préjudice distinct qui en résulterait. Donc oui, convention de forfait jour irrégulière, paiement des heures supplémentaires, automatique, et accordé par les tribunaux et la Cour de cassation en l'état, mais pas nécessairement un préjudice d'office. D'accord. Et enfin, on termine par une dernière jurisprudence concernant le décès d'un salarié sur son lieu de travail. Donc c'est une jurisprudence un peu compliquée. Le décès d'un salarié de travail sur son lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité et est considéré automatiquement comme un accident de travail, sauf démonstration par l'employeur d'une cause totalement étrangère à l'employeur. Dans cette sphère, les causes du décès du salarié étant inconnues, il n'est par conséquent pas démontré que le décès du salarié a une cause totalement étrangère au travail. Donc la présomption d'origine professionnelle joue. Il est important, on a pensé important de vous rappeler qu'en cas d'accident du travail mortel, l'employeur a 12 heures pour prévenir l'inspection du travail par tout moyen. Et il doit également mettre en place des mesures de prévention. Et il lui est recommandé, on ne pouvait que vous recommander, de prévenir également le médecin du travail et la CARSAT pour un accompagnement de l'ensemble de l'entreprise sur ce sujet plus que délicat à porter. Oui, difficile. Très bien, merci Marianne. On en a fini sur ce zoom qu'on souhaitait faire sur la jurisprudence. Alors, 2-3 choses avant de poursuivre. Je sais qu'il y a des questions qui arrivent. Encore une fois, si vous n'étiez pas là au début, on va les aborder plutôt en fin de webinaire, d'ici quelques minutes. Et puis oui, vous avez accès au replay que l'on vous envoie lorsque ce live est fini. Du coup, on a regardé ce qui s'est passé sur les dernières semaines à venir. Maintenant, on va porter un regard sur les sujets, oui ma souris ici, sur les sujets à venir. C'est notre troisième partie des sujets à suivre. On en a sélectionné 3. En voici quelques-uns. Tout d'abord, en septembre 2025, enfin un projet de loi sur la transparence des salaires. Oui, donc il s'agit de 2 objectifs. De transposer en droit français la directive européenne avant juin 2026 pour que les entreprises puissent appliquer cette directive européenne et garantir bien évidemment l'équité des rémunérations entre tous les salariés. Il faut s'attendre à des obligations d'information de l'employeur avant l'embauche,
par exemple les salaires affichés sur les offres d'emploi, notamment également pendant l'exécution du contrat de travail avec la mise à disposition des rémunérations, des critères de fixation des rémunérations, des niveaux de rémunération. Et en outre, il est prévu de revoir les indicateurs de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ok, l'index que l'on suit. Ensuite, un décret à venir concernant les coûts liés au MP, aux maladies professionnelles. Oui, il s'agirait en fait de faire reposer sur l'ensemble des employeurs et non uniquement sur le dernier employeur le risque de se voir imputer les coûts d'une maladie professionnelle d'un salarié âgé ou d'un travailleur en situation de handicap. L'objectif est affiché, il est d'éviter une hausse en fait ciblée des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles sur les entreprises qui emploient le plus. Pauline en parlait tout à l'heure du taux de travailleurs en situation de handicap, notamment dans les entreprises adaptées, mais de mutualiser les coûts quand il y a une reconnaissance de maladie professionnelle sur les différents employeurs du salarié. Ok, merci. Enfin, le troisième sujet, on l'attend et on en parle depuis plusieurs webinaires RH quand même, c'est ce fameux passeport prévention. Et oui, parce qu'après plusieurs reports depuis l'année dernière, un calendrier, ça y est, d'ouverture des services a été communiqué. Donc ces services seront disponibles pour le 28 février 2025 pour les organismes de formation. Ils seront disponibles pour les employés à compter du premier trimestre 2026 et à compter du quatrième trimestre 2026 pour les travailleurs. Ce nouvel outil recense l'ensemble des attestations, des certificats, des diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des obligations de formation en matière de sécurité. Bon, ben, on a hâte, enfin déjà, dès lundi, ça arrive en tout cas. Voilà pour les sujets qu'on souhaitait aborder. C'est cadeau, on aime bien toujours mettre un petit bonus. Comme chaque année, la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail va se dérouler en juin. Cette année, c'est donc du 16 au 20 juin 2025. Et comme chaque année, il y a un thème qui est décidé et qui est proposé par l'ANACT, qui cette année, du coup, sera parler du travail, c'est productif. Comme chaque année, l'ANACT met à disposition sur son site tout un tas d'outils et d'informations par rapport à ce thème et comment bien aborder et vivre cette semaine en entreprise. Donc, vous aurez un kit gratuit prochainement sur leur site. Mais nous aussi, comme chaque année, on aime faire un webinaire propre à ce sujet et on vous le partagera le 13 mai pour voir comment Eurecia met en œuvre cette semaine de la QVCT dans son entreprise, dans nos locaux et avec nos collaborateurs. J'ai vu pas mal de commentaires encore une fois sur le chat pour des questions et d'autres questions par rapport aux slides que l'on diffuse. Inès vous répond directement sur le chat. Merci Inès. C'est bien parce qu'on a le temps d'aborder la suite. Là, on vous passera et vous l'aurez encore une fois sur ce document les différents sites sur lesquels on aime faire la veille et sur lesquels on vient piocher aussi des sujets. On vous les partage pour que vous puissiez également vous en inspirer. Et maintenant, on va aborder les questions. Oui, votre écoute, c'est après. Alors, les questions. Donc, je passe sur le chat et puis je vais remonter un petit peu le fil du webinaire avec les premières questions qui étaient arrivées. Je vais poser la question de Valène qui demandait, avec la nécessité de dématérialiser les process RH, sommes-nous vraiment obligés de garder les formats papier des contrats de travail ? Une copie de l'original en PDF fait-il foi ? On ne peut que vous conseiller de garder le plus possible les originaux, notamment pour les CDD, puisqu'on l'a vu dans un dernier arrêt de la Cour de cassation, en cas de problématique sur la signature des CDD et le risque de requalification en CDI, il appartiendra à l'employeur de produire l'original. Donc je ne peux que vous conseiller de garder les originaux en matière notamment de CDD. Sur le CDD. Ok. Et après, en fonction du choix de la signature, il y a maintenant avec les signatures électroniques, oui. La dématérialisation et la preuve de la signature se fait de façon dématérialisée. Une question de Semia. Pour l'apprentissage, il me semble qu'une participation forfaitaire de l'employeur sera exigée, montant 750 € pour participer aux frais de formation de l'apprenti. Tout à fait. Je ne l'ai pas dit, mais c'est tout à fait vrai. D'accord, et bien voilà. Merci. Une autre question. Peut-on toujours verser une prime de transport à nos collaborateurs exonérés de charges ? Quelles sont les conditions ? À hauteur de 75% de l'abonnement que payent les collaborateurs pour les transports en commun. Ok, c'est ce qu'on a vu du coup tout à l'heure.
quoi d'autre comme question? N'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à en poser. Le replay, oui, on en a parlé. Alors, Lola, pouvez-vous nous parler un peu plus du CDD sans terme précis? Nous avons une salariée en arrêt de travail longue durée et nous aimerions proposer ce genre de CDD à une remplaçante. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment quoi vous dire là-dessus. Il est très encadré, le CDD sans terme précis. Il est lié effectivement aux dates, notamment d'arrêt de travail. Je ne sais pas quelle est exactement la question, enfin le besoin qui est sous la question. Je vois que Lola est en train de rajouter peut-être quelques éléments. On va la laisser préciser peut-être. Ouais, on a peut-être besoin de plus de précision sur votre besoin derrière Oui, Lola. n'hésitez pas à nous poser plus de précisions. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, on reviendra vers vous avec davantage d'informations pour essayer de vous accompagner sur ce dossier-là. Ok, toujours un peu par rapport à un arrêt maladie et un CDD, j'ai une autre question qui peut-être s'en rapproche. J'ai un CDD en remplacement d'un arrêt maladie. Le collaborateur malade est prolongé tous les mois, mais je souhaiterais mettre fin au CDD en cours car la personne ne fait pas l'affaire. Puis-je le faire à la date de fin de l'arrêt en cours? Tout dépend s'il y a une clause de renouvellement du contrat de travail de ce collaborateur-là. Normalement, le fait que le CDD ne fasse pas l'affaire, ne réponde pas au niveau de compétences attendues et que c'est pas que la période d'essai du CDD est terminée, normalement, ce n'est pas un motif légitime pour mettre un terme au CDD de la personne en question, puisque la période d'essai du CDD est là notamment pour valider son niveau de compétence. Donc ce n'est pas un motif légitime de fin de CDD ou de non-renouvellement, compte tenu que l'arrêt de travail du collaborateur remplacé continue à être prolongé. Ok. C'est d'où le risque qu'il y a sur ces CDD. C'est à la fois normalement un contrat, pardon, je t'ai coupé, et un mode qui est plutôt flexible, mais on le voit dans les faits qu'il est très peu, parce qu'il est très encadré, et l'exemple qui a été pris là le démontre encore. Ok. Alors du coup, Lola vient préciser la situation précédente, si ça peut aider. Donc la personne à qui nous aimerions proposer un CDD sans terme précis est déjà en CDD actuellement. Est-ce qu'on doit rompre son CDD actuel et en refaire un pour le CDD sans terme précis, ou pouvons-nous renouveler ce CDD déjà existant en CDD sans terme précis? Alors, le rompre en anticipé, non. Ouais. Ça, je vous le déconseille fortement. Allez jusqu'à la date d'échéance du CDD en cours. Et dans le cadre vous pouvez alors avoir s'il y a une clause de renouvellement, parce que s'il y a une clause de renouvellement, faites d'abord les avenants de renouvellement liés au CDD en cours. Et à l'issue, faites un nouveau CDD sans terme précis en remplacement de la personne en arrêt de travail. Ok. J'espère que ça répond à votre interrogation, Lola. Alors, j'avais une autre question, pardon, je la lis, d'Elisabeth. Concernant le calcul des avantages en nature véhicule, si on met à disposition un véhicule qu'on a pris en contrat longue durée avant le 1er février 2025, soit à un nouveau salarié, soit à un ancien salarié, doit-on appliquer la nouvelle règle de calcul? Oui. Si c'est un nouveau salarié, même si le contrat est avant le 1er février 2025, si depuis le 1er février, vous l'avez attribué à quelqu'un d'autre, même si votre contrat de véhicule était antérieur au 1er février 2025, le fait que vous l'attribuez à un nouveau collaborateur après le 1er février 2025 vient appliquer les nouvelles dispositions en matière de calcul d'avantages en nature. Puisqu'on parle bien du calcul d'avantages en nature, donc c'est bien la relation qui lie l'employeur et le salarié, et non le contrat qui lie l'entreprise avec la location de véhicule ou la mise à disposition du véhicule. C'est vraiment l'avantage en nature. Donc on est sur la relation employeur-entreprise, entreprise-salarié plutôt qu'entreprise-loueur. D'accord, ok. Ensuite, une autre question. Pourriez-vous revenir sur le passeport de prévention, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien compris en quoi cela consiste. Bien sûr.
C'est un passeport, comme le passeport de formation, en fait, qui va venir mettre à disposition pour les organismes de formation, qui va être donc dématérialisé, où en fait les organismes de formation, les employeurs et les salariés pouvant mettre à disposition les attestations, les certificats et les diplômes délivrés par les organismes, délivrés par les employeurs, pour que le salarié puisse avoir la globalité de son passeport en matière de sécurité. Ça va être intéressant pour lui, s'il change d'entreprise, de se Oui. dire ben, je suis habilité, je suis certifié, j'ai suivi telle formation, donc j'ai le niveau de formation requis pour occuper tel ou tel emploi vis-à-vis des formations. Il y a notamment les habilitations électriques, avec les différents niveaux d'habilitation électrique. C'est la première qui me vient à vue, mais il y a d'autres, il y a des permis par exemple, et ça permet du coup tout simplement aux organismes de délivrer les attestations et les certificats et les diplômes en temps, en heure, l'employeur d'avoir une visibilité sur les diplômes, les certificats détenus par les collaborateurs, et aux collaborateurs d'avoir un passeport dématérialisé qui le suit tout au long de sa carrière avec l'ensemble des formations, diplômes et certifications qu'il peut détenir en matière de sécurité uniquement. Oui, oui, oui. C'était la question d'Alban qui vous remercie, qui te remercie, Marianne. Cet espace dématérialisé doit-il être mis en place par l'employeur ou cela sera-t-il sous forme de coffre électronique mis en place par l'État? Oui. On attend, c'est des sujets qui sont à Oui. venir, donc je n'ai pas l'ensemble des modalités. On pourra en parler peut-être dès qu'on aura un peu plus de modalités. Mais ça sera mis à disposition par l'État avec un abondement en fait des entreprises pour mettre à disposition une fois qu'un certificat, il a autorisé, habilité ou donné un certificat à un collaborateur en matière de sécurité. Ça sera aussi une base de données pour lui puisque l'employeur ira chercher, j'imagine, les certificats et les diplômes du collaborateur dans cette base-là. C'est vraiment une base de données qui sera disponible par tous. Ok. Une nouvelle question, on a encore quelques minutes, concernant les nouvelles conditions des véhicules de fonction. Alors là, on va peut-être rentrer dans une question assez particulière et propre à Christelle. On va voir si on peut y répondre et sinon, on ira fouiller les réponses pour plus tard, cet après-midi ou demain. Alors, nous avons commandé un véhicule hybride le 19 février pour respecter notre politique RSE. Très bien. Sans savoir que ce type de véhicule ne bénéficiait plus de déduction et que cela allait impacter le salarié et l'entreprise. Le concessionnaire ne semblait pas être au courant non plus ou n'a pas communiqué l'information. Peut-on annuler la commande sur le devoir d'information du professionnel où nul n'est censé ignorer la loi? Difficile d'y répondre, je ne connais pas les conditions contractuelles que vous pouvez avoir avec le concessionnaire. A priori, je dirais que ce n'est pas une raison de rupture du contrat et de dénonciation du contrat avec le concessionnaire. Les concessionnaires, à ma connaissance, n'ont pas d'information ou d'obligation d'information sur le calcul des avantages en nature, puisque cette obligation, elle incombe à l'employeur. Effectivement, il nous appartient en tant qu'employeur de nous mettre à jour et de respecter ou d'anticiper ce type d'évolution, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'il n'est pas possible de dénoncer le contrat auprès du concessionnaire, malheureusement, et d'appliquer effectivement les nouveaux calculs d'avantages en nature sur les véhicules hybrides qui impactent l'employeur et les salariés, effectivement, en termes de charges. Merci pour ces précisions. Alors, notre participante très active, Lola, est venue préciser encore sa situation. Est-ce que tu te sens, je peux te donner encore toutes les précisions? Je vais essayer. Alors, je peux échanger après avec Lola si besoin. Mais... Alors, dernière question sur le CDD sans terme précis. Pour le moment, nous ne l'avons pas renouvelé. Le CDD de la personne se termine début juin. Et normalement, à cette date, est-ce qu'on pourra direct le renouveler en CDD sans terme précis ou devrons-nous le renouveler 2 fois sous CDD normal et plus tard lui refaire un CDD sans terme précis? Si votre CDD donc prévoit bien les deux cas de renouvellement possibles, effectivement, vous devez le renouveler avant d'acter un nouveau CDD sans terme précis. Voilà. Ok. Une nouvelle question, cette fois-ci sur l'embauche des apprentis. L'embauche des apprentis à partir de l'été 2025. Où peut-on trouver les nouvelles conditions financières? Vous parliez du paiement d'une participation de 750 € par exemple. Où peut-on trouver ces nouvelles conditions financières? Est-ce que...
Quelle source J'essaye de chercher mes sources. Bon, je pense que c'est sur le site du ministère, effectivement, ou approchez-vous, parce qu'on attend toujours le décret sur la prise en charge des OPCO et le complément des OPCO là-dessus. Donc, soit rapprochez-vous sur le site du ministère du Travail, ou alors de vos OPCO directement qui ont toutes les spécificités de complément employeur en fonction des branches à laquelle vous appartenez. Ok, merci Marianne. Euh, Alors c'est chouette parce que les participants se font des réponses entre eux. Donc Lydia, Parfait. vous répondez à Christelle. Top. Je pense que vous voyez les réponses, sinon je la lis. Donc Lydia qui répond à la question de Christelle. Généralement, les commandes des véhicules non encore immatriculés peuvent être annulées, Parfait. mais entraînent une pénalité équivalente à 3 mois de loyer. Ben, merci Voire vos contrats de Christelle. loyer. Ouais, merci. C'est super parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Alors, si les questions arrivent encore, on va y répondre cet après-midi ou demain, comme on le disait. Mais l'heure est venue et on a bien tenu. Oui. Et merci pour votre participation Merci et votre à écoute. tous. Désolée encore pour ces problèmes de connexion, mais logiquement, on s'en est aperçu, nous. Donc, vous n'avez rien loupé. Et le replay sera propre et net pour tout suivre à nouveau. Il nous reste à vous souhaiter une belle journée. Le prochain webinaire, c'est le 13 mai. On en parlait tout à l'heure sur la semaine de la QVCT. Et puis, on se retrouve dans un trimestre pour ce webinaire dédié au point légal RH. Merci. Au revoir. Merci Marianne, merci à tous. Au revoir.